Un écrivain en herbe, il fait partie de la relève malgré sa barbe qui tire un peu sur le blanc, et c'est un plaisir de l'accueillir. Luc Breton, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Je tiens à la main ce livre qui a un titre quand même très évocateur, Le cimetière des aveux. Et Oui, c'est ton premier roman. Et oui. j'aimerais que tu me donnes un petit peu les circonstances dans lesquelles tu as eu envie de mettre sur papier des mots et des paroles. Ben, en fait, c'est assez spécial parce que j'ai suivi un atelier avec Jean Barbe et Perrine Leblanc en juin 2019 parce que je vais vous avouer que j'avais déjà écrit un livre plutôt didactique sur mon métier et ça a mal fonctionné avec l'éditeur, donc c'est tombé à l'eau. Donc, pendant un an, j'ai rien écrit parce que j'étais un peu bouleversé par ce qui s'était passé. Donc, bref, je suis allé suivre l'atelier avec Jean Barbe pour voir si j'aimais encore ça écrire, en tout cas pour rencontrer d'autres frustrés peut-être que j'appelle de l'écriture. Et pendant ce week-end, cette histoire m'est apparue comme ça. Euh, à partir d'un fait vécu, parce que l'histoire du cimetière incendié, c'est un fait vécu. Euh, donc, c'était très puissant. Et à partir de ça, ça c'était en juin 2019, j'ai fait un plan, ça m'a pris tout l'automne pour faire un plan. Et j'ai suivi ce plan-là pendant 2 ans. Et puis ça a super bien été. Mais c'est Par vraiment curiosité, une grâce. L'idée m'est apparue comme ça, là. Euh, Luc, mais c'est. Oui. par curiosité, j'aimerais savoir, vous l'avez réécrit combien de fois? Ah, ça, c'est ça, là. J'ai terminé en janvier 2022. Je l'ai fait lire par des amis, des grands lecteurs, ensuite des gens qui sont très bons en écriture, des profs de français et tout ça, des gens qui ont déjà été rédacteurs pour des magazines. Donc, j'ai eu à peu près 6 personnes qui l'ont relu, lire, relire, comme dit Jean Barbe, écrire, c'est réécrire. Là, ça devient un peu confondant parce qu'il y a des chapitres que tu penses que tu dois enlever, tes lecteurs disent non, non, garde-le. Il y a des chapitres que tu veux garder. Il y a des gens qui ont trouvé des incongruités, comme par exemple, il y a un hydravion dans mon livre qui atterrit en avril. En avril, les lacs ne sont pas calés, comme on dit par chez nous. Donc, j'ai fallu que je décale toutes les dates de mon livre. C'est un détail. Et c'est là que j'ai réalisé que pour un premier roman, c'est un livre un peu avec beaucoup de pages, parce qu'en l'écrivant, je ne me rendais pas compte de ça. Je travaillais sur mon ordinateur, sur des feuilles ordinaires. Je ne savais pas que ça ferait un livre de 350 pages. Alors, quand tu recorriges 350 pages. Là, c'est vraiment. Il y a toutes sortes d'émotions. Hein. Tu ne sais plus, tu avances, tu recules, tu embrayes. C'est spécial. Alors, plongeons, si tu le veux bien, Luc, dans l'histoire. Il y Oui, a un personnage central oui. qui s'appelle Geoffroy, Geoffroy, oui. Geoffroy Gamache. Geoffroy de Gamache, pour qui la vie n'a pas été simple, Oui, et c'est un peu ça qu'on vit à travers ce personnage. oui, c'est ça. C'est la vie de bien des jeunes hommes de ma génération qui vivaient dans des villages. Euh, donc, je me suis basé là-dessus. Euh, mais après coup, après l'écriture, je tourne un peu en rond pour vous répondre. Ce à quoi je ne m'attendais pas, bref, c'est qu'évidemment, quand on écrit, on se doute bien qu'on va être lu, mais moi, je suis trop concentré dans mes histoires. Là, je reçois des témoignages de gens et je ne m'attendais pas à ça. C'est très, très touchant et aussi troublant parce qu'on se rend compte que même aujourd'hui, il y a encore beaucoup de silence. Puis on le voit là, avec ce qui se passe. On est rendu qu'on donne des cours de civilité aux parents dans les arénas. Euh, parce que même il y a un éditeur qui m'a dit à un moment donné que j'étais trop, ça ressemblait trop à la saveur du mois, mon histoire d'enfant qui retourne dans son village. Je disais, ben, c'était peut-être la saveur du mois, mais ça, c'est ce que j'ai vécu il y a 60 ans. Ça se vit encore sous une autre forme. Alors pourquoi il faut garder le silence? Je comprends que l'histoire du gars qui retourne dans son village, c'est pas nouveau, là, ça je le sais. Ce qui est différent, c'est la solution que j'apporte. Mais c'était important pour moi que les gens comprennent qu'il y a encore des silences, puis qu'il y a encore de la magouille, puis l'omerta et tout ça. Là. Je vous apprends rien, mais c'est très. Il y a encore beaucoup d'intimidation, bref. C'est un peu pour ça que je voulais travailler Un là-dessus. peu comme pour les humoristes,
qui se servent encore de la bonne vieille introduction. Une fois, c'est un gars qui rentre dans un bar. oui, oui, Ça n'empêche pas que le spectacle peut être absolument hallucinant et oui, révélateur aussi. Mais oui, dis-moi, oui, euh, bon, tu habites à Eastman, oui, dans un coin assez unique, en plein milieu d'une forêt oui, que vous avez achetée il y a quelques années. Mais là, oui. c'est un endroit idéal pour l'écriture, non? Oui, plus la pandémie. Évidemment, la pandémie se prêtait bien à ça parce que je continue à faire mon travail via Zoom, mais j'avais plus de temps pour écrire, c'est bien sûr. Ça ne pouvait pas être plus parfait que ça comme timing. C'était La parfait. grande difficulté d'écrire, par exemple, là, le cimetière des aveux, mais d'écrire en Oui, soi, la grande difficulté, c'est la continuité, c'est-à-dire qu'il faut être mais vraiment perspicace dans la façon dont on aborde les choses et qu'on veut les entretenir. On entretient une idée et on la oui. meuble, on la nourrit. Quelles ont été les sources d'inspiration pour aller de l'avant dans l'écriture d'un premier Ben, roman? ce qui m'a beaucoup porté à un moment donné, c'est en juin 2020 ou 2021, dans Le Devoir, il y avait une photo suite au reste des jeunes enfants qu'on avait trouvés, des jeunes enfants amérindiens qu'on avait trouvés dans la région de Vancouver. Et la photo dans Le Devoir, c'était une croix en bois avec une petite robe rouge qui battait au vent. Moi, dans mon idée, la couverture de mon livre, c'était quelque chose de semblable à ça. Donc, c'est sûr que j'ai changé d'image, mais je trouve ça très, très, très symbolique. Mais ce que je veux dire aussi, euh, moi, j'ai trouvé qu'écrire, c'était comme toute nouvelle expérience, c'est-à-dire que ça vient chercher le plus fort et le plus faible de nous. Donc, c'est sûr qu'à mon âge, j'avais déjà expérimenté mes points forts et mes points faibles, mais je les ai reconnus dans l'écriture, c'est-à-dire le courage de le faire et la perspicacité, mais j'ai reconnu aussi le syndrome de l'imposteur que j'ai vécu dans d'autres domaines de ma vie. Et surtout quand tu envoies ton manuscrit à des éditeurs, puis après 10 refus, tu te dis, bon, ben, peut-être que c'est pas bon. Puis à un moment donné, je fais un lancement, puis tu dis, bon, les gens l'achètent peut-être parce que je suis leur ami, mais dans le fond, ils vont le mettre en dessous du meuble de la télé qui est bancal. Bon. Donc, j'ai été confronté, mais à quelque chose qui m'appartient déjà. Donc, je trouvé que l'écriture, c'était ça. Donc, ça m'a permis de m'appuyer là-dessus, en sachant que même en vivant le syndrome de l'imposteur, j'irai jusqu'au bout. Et pendant 2 ans et demi, je n'ai pas douté de ça. J'ai continué, j'ai travaillé à tous les jours. Mais c'est une évolution en soi. J'avais déjà une centaine d'articles décrits dans les médias. Mais en même temps, je trouve ça valorisant parce que si je regarde il y a 30, 40 ans, dans ma carrière, j'engageais des gens pour faire mes textes parce que je ne savais pas que je pouvais écrire 3 phrases en ligne. Alors, je trouve ça assez intéressant de voir qu'aujourd'hui, j'ai assez confiance en moi pour risquer d'écrire un livre et de continuer à écrire dans les magazines. Donc, l'écriture, c'est une expérience qui nous permet de nous découvrir, je dirais, puis d'aller au-delà de nos peurs. Parce que c'est un peu ça l'histoire d'écrire, c'est de surmonter tes peurs, tes démons, puis malgré ça, essayer de faire taire ça. Mais j'avais déjà de l'expérience dans les démons, puisque je suis un ancien alcoolique toxicomane, je sais comment ça marche. Je sais comment ça marche. J'ai déjà dompté d'autres démons, mais c'est ça. Je trouve que ça vient chercher le plus fort de nous et le plus faible de nous, l'écriture. Parce qu'écrire, c'est une chose, mais ensuite, l'auto-édition, tu dois faire de l'auto-édition toi-même, tes lancements et tout ça. Donc, c'est sûr que faut être décidé, faut y croire. Faut y croire, mais il faut être persévérant. Mais ça, je le savais en partant qu'en auto-édition, je couvrirais mes frais parce que je suis assez bon vendeur de nature, puis je connais le principe un peu de la promotion. Je le savais. Mais c'est sûr que c'est comme une mini-entreprise, hein, l'auto-édition. Tu dois tous les jours essayer de trouver des journalistes, courir des salons, vendre ton livre. Mais c'est ça. Mais ça vaut le coup parce que j'ai déjà un autre roman en chantier. Là. Donc, vous voyez que j'ai quand même aimé l'expérience. Ça ne m'a pas découragé, ça m'a juste Mhm. motivé. Donc, j'aimerais aussi, nous raconter il y a quelques instants que tu as connu des périodes de Oui, dépendance dans ta vie oui, et tu as entrepris une action. Et cette action, je la trouve très positive et oui, très humaine. C'est-à-dire que tu partages les profits de la vente oui, avec un journal qui est publié oui, en Estrie.
Oui, qui s'appelle le Journal de rue, qui est un peu le pendant de l'itinéraire à Montréal. Donc, je verse 2 $ par bouquin vendu au Journal de rue de l'Estrie, qui Alors, vient en aide aux gens en réinsertion sociale et tout ça. Là. absolument. Oui, Et quand on publie, on auto-publie, oui. tu le fais, j'imagine, à partir de ton site web. Si on va sur ton site web, j'imagine qu'on peut passer des commandes. Non, j'ai pas fait ça. Je distribue mon livre dans une librairie à Sherbrooke ou sinon j'ai travaillé avec une entreprise qui s'appelle Bouquinbec qui distribue mon livre. Donc les gens peuvent l'acheter via Bouquinbec. Parce qu'avec Poste Canada, c'est un peu contre mes principes et contre mes valeurs. Parce que si je poste mon livre moi-même, il coûte 18,75 $ et je trouve ça épouvantable de charger 18,75 $ à un client par-dessus le prix du volume. C'est insensé. Donc, je passe via Bouquinbec et ça coûte 7 8 de livraison au lieu de 18,75 $. Je trouve ça plus raisonnable un peu. Quelle est cette librairie à Sherbrooke où on peut passer? C'est la librairie Appalache, qui est une librairie indépendante. Et c'est aussi cette librairie qui offre les livres des invités aux correspondances, excusez-moi, aux correspondances d'Eastman chaque année, parce que les gens qui sont invités aux correspondances, selon le thème de l'année, offrent leurs livres en vente dans une librairie éphémère. Et c'est la librairie Appalache qui s'occupe de ça. Donc, je suis allé vers la librairie Appalache à Sherbrooke. Un autre exemple de ta passion pour la littérature, c'est que depuis Oui. plusieurs années aussi, tu travailles comme bénévole pour l'événement des Oui. Oui, j'ai même été de l'équipe des 5 premières années avec les fondateurs, Louise Portal, Jacques Allard, Nicole Fontaine et compagnie. Donc, pendant 5 ans, mon conjoint et moi, on était en charge des chambres et des jardins d'écriture. Il y a même une année où on a eu 18 jardins et chambres d'écriture, mais la publicité des correspondances était beaucoup basée là-dessus à l'époque. Après ça, j'ai passé le flambeau, j'ai travaillé un peu à gauche et à droite certains étés, j'ai pris une pause de quelques années et depuis 2, 3 ans, je suis retourné aux correspondances comme bénévole là, parce que c'est moins long un peu. On a raccourci à cause de la pandémie, évidemment, la formule a un peu changé. Donc, c'est important parce qu'on croise, on rencontre des gens très intéressants et puis c'est une marque de commerce de mon village aussi qui m'a accueilli. Donc, je trouve ça bien important de le faire. En passant, par curiosité, quelles sont les dates des correspondances d'Eastman cette année? Est-ce que tu les Euh, en je tête? je pense que c'est le 8, 9 et 10 septembre. C'est un petit peu plus tard que les années précédentes de mémoire. C'est le week-end du 8 septembre. 7, 8, 9 ou 8, 9, 10, peu importe. Là. La publicité devrait être affichée très, très, très bientôt. Maintenant que tu as publié Le cimetière des aveux, avec Oui. des pierres tombales assez lourdes, merci, Oui. est-ce que tu m'as dit qu'il y a un livre en chantier? Oui, parce que pendant que j'attendais les réponses des éditeurs, j'ai commencé un autre livre qui est un peu une étude sociale qui se passe le temps d'un été. Ça se déroule sur 4 pontons. Donc, c'est une histoire de 4 pontons sur un lac pendant 3 mois, point final. Mais je vais relancer le livre sur mon travail d'analyste en comportementaire qui a été mis de côté, comme je vous disais en début d'entrevue. Je vais relancer ça sous une autre formule, puisque dans ce livre-là, il y a quand même beaucoup de questionnaires d'aide pour les gens pour après, en tout cas, faire une démarche vestimentaire et tout ça. Fait que j'ai les deux en même temps sur lesquels je travaille. Intéressant, intéressant. Oui. Et je vais mettre à l'écran une image de Luc Breton au travail. Oui. Alors voilà. Ah oui, oui, oui. Ah, Oui, moi. vous êtes l'expert vestimentaire, c'est-à-dire que vous donnez des ateliers, des Oui, des conférences. ateliers. Je fais beaucoup de conférences, mais il faut comprendre que je ne suis pas styliste. Là. Moi, je ne donne pas de conseils sur les styles vestimentaires, je n'explique pas les tendances, je ne parle pas des in et des out. Moi, j'aide les gens à comprendre pourquoi ils ne sont pas pleinement satisfaits de leur image visuelle et qu'est-ce qui se cache derrière cette difficulté à apprécier son image. Donc, on touche aussi à des peurs, des fausses croyances, des phobies vestimentaires, des préjugés, toutes sortes de choses. On passe à travers tout ça. Et ce qui est intéressant dans mon cas, j'ai découvert l'UTA, qui est l'Université du troisième âge, qui a une trentaine d'antennes à travers le Québec, que je ne connaissais pas il y a 4 ans. Et là, j'ai développé c'est une niche. Je sais qu'à 80 c'est maintenant ma clientèle.
J'ai fait une dizaine de villes avec l'UTA. J'ai fait 4 ateliers de 10 et 15 heures avec l'UTA. Et maintenant, j'ai fait une tournée de certains, on appelle ça des centres pour personnes retraitées, non pas un centre pour personnes âgées. J'en ai fait quelques-unes. Et à mon grand étonnement, parfois, là, dans les villes de l'UTA, j'ai jusqu'à 250 personnes. Toujours en sachant que ce n'est pas une conférence sur le style, le styliste, comment s'habiller. Donc, ça veut dire qu'à 50, 60, 70, 80, la séduction existe encore, le goût de bien de plaire existe encore, sous une autre forme. Donc, ça a changé un peu mon discours, mais c'est très intéressant parce que ça ne s'éteint pas, ça se modifie. Donc, pour avoir des salles de 250 personnes à l'occasion, dont 50 hommes, ça a été, excusez l'expression, de la cerise sur le gâteau, parce que quand j'ai commencé il y a 15 ans, j'avais peut-être un homme par atelier ou conférence qui accompagnait sa femme qui n'avait pas de permis de conduire et qui ronflait. Aujourd'hui, des fois, j'en ai 50. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé, là. Et c'est très amusant parce que je suis quand même dans ce groupe d'âge-là. Donc, je sais c'est quoi, là, le corps qui change et la coquetterie. La coquetterie, c'est pas parce qu'on a 70 ou 80 que ça se manifeste autrement. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, je vais vous le dire sincèrement, là. C'est très, très, très amusant. J'ai des bonnes réactions des gens. Donc, dans mon livre, j'essaie de ne pas trop parler de ce phénomène d'analyse en comportement vestimentaire. Donc, j'en ai enlevé un peu en cours de relecture parce que je ne voulais pas que ce soit là-dessus, mais c'était plus fort que moi. Vous avez vu que des fois, des descriptions, c'est sûr que ça faisait partie un peu de mon vocabulaire, là. Est-ce que vous Voilà. envisagez le jour que peut-être vous pourriez vivre de votre écriture? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Si vous pouvez, si vous rêvez euh, à ce que vous deveniez à un moment donné indépendant de fortune en écrivant des livres, vivre de votre plume. Oh, ben pas à l'âge que j'ai, je ne penserais pas. Mais moi, en auto-édition, ce qui m'importait, c'était de rentrer dans mes frais. C'est presque déjà fait après 2 mois et demi Ouais. en auto-édition. Non, je suis conscient, écoutez, l'année que j'ai essayé de rejoindre des maisons d'édition, je vois bien que la pandémie a fait que des tonnes et des tonnes de livres qui ont été écrits. Les maisons d'édition sont hyper sollicitées. Ça prend aussi des contacts. Moi, je suis très connu dans mon milieu de travail, mais au niveau de la littérature, je ne le suis pas. Et puis, vous savez, le milieu de l'édition, c'est comme ça peut être le milieu de l'architecture, le milieu de la mode. Il y a des gens bienveillants, il y a des gens snobs, il y a des gens blessants. Moi, j'ai vu avec un éditeur que mon métier me précédait, parce que je viens du milieu de la mode. Donc, on m'a carrément dit, tu ne dois pas être littéraire, toi. Ben non. Moi, je connais juste les marques de rouge à lèvres qui sortent chez l'abbé. Là, je ne sais pas écrire. Je viens de la mode. Vous voyez le genre un peu. Donc, il y a de tout. C'est comme dans tous les milieux, là. Mais ça me fait sourire en même temps. Et je Oui, reconnais, oui, ben, il faut trouver ça drôle parce que ça blesse un peu aussi, là. je reconnais ton sens de l'humour, Luc, qui on retrouve cet humour dans ce Oui, livre un peu, oui. Ben, qui est un peu sombre, mais qui en oui, même temps nous donne l'occasion de partir et de comprendre et oui. d'apprécier le style d'écriture et le talent que vous avez. Mon cher Luc, merci pour le cimetière des Ah, aveux. c'est moi qui vous remercie. Merci Et, beaucoup. et le nom déjà de la librairie à Sherbrooke? Appalache, avec Librairie. un S. Librairie Appalache avec un S. Sinon, chez Boutique Bouquinbec sur le web. Merci beaucoup. C'est Hey, très, merci, au très plaisir. Vous êtes gentil. Au revoir. bonne journée, Luc. Merci beaucoup.